Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des caractéristiques des différents types d'unités à appui-feu. Je ne vais vous parler que des trois types principaux d'unités, à savoir les unités d'infanterie, les armes de support et les officiers. Les unités d'infanterie. Regardons les caractéristiques d'une escouade de grenadiers de première ligne allemand. F4, R24, M5, mitraillage, fumigène 1. Il s'agit de gauche à droite, de la puissance de feu F, du rayon d'action R, exprimé en UM. À appui-feu, un UM équivaut à 1 cm à l'échelle 6 mm et à 1 pouce à l'échelle 15 mm. Du niveau de morale M et des compétences. Une escouade représente généralement 10 soldats, bien que cela varie quelque peu en fonction de la nationalité et de la date. La F d'unité d'infanterie est principalement basée sur son armement. Dans le cas d'une escouade de grenadiers de première ligne, il s'agirait d'une MG34 ou d'une MG42 avec un équipage de 3 hommes, de 6 fusiliers équipés de CAR 98, ainsi que d'un sergent pouvant être armé d'un CAR 98 ou, comme illustré ici, d'un MP40. Pour mieux comprendre la F, comparons une escouade d'élite allemande, F4, R24, M7, à une escouade de conscrits allemands, F4, R12, M3. L'escouade d'élite est une unité très entraînée et très motivée, tandis que l'escouade de conscrits est soit une unité mal entraînée, soit une unité qui a subi des pertes en personnel d'accampement. Mais les deux escouades ont exactement la même F, parce qu'elles ont le même armement. Le rayon d'action R d'une escouade, cependant, est basé à la fois sur l'équipement et sur l'entraînement. Une unité peut lancer un nombre de dés égal à sa F, jusqu'à une portée égale à son R, et un nombre de dés égal à sa F divisé par 2, jusqu'à une distance égale à son R fois 2. Par exemple, une escouade allemande de première ligne a la même portée qu'une escouade allemande d'élite, 24, de sorte que les deux escouades sont capables de tirer efficacement à longue distance. Notre escouade allemande aura donc une F de 6 jusqu'à 24 UM et une F de 3 entre 24 et 48. Mais l'escouade de conscrits allemands n'a qu'une portée de 12. Elle dispose des mêmes armes de base que les deux autres escouades, mais n'a pas la coordination, encore une fois en raison d'un manque d'entraînement ou de perte de personnel d'encadrement, pour tirer efficacement à la même distance que les escouades de meilleure qualité. Une escouade russe, F5R8M5, a une portée de seulement 8, car elle est équipée de pistolets mitrailleurs, qui font une portée beaucoup plus courte que les fusils. Une escouade de parachutistes américains, F7R16M5, utilise un mélange de carabines et de pistolets mitrailleurs, ce qui lui donne une portée intermédiaire de 16. La présence de pistolets mitrailleurs renforce la F de ces deux escouades par rapport aux escouades de fusils équivalents de ces nations. Le niveau de morale M d'une unité d'infanterie est probablement le chiffre le plus important du jeu. C'est la clé de la réussite à appui-feu. Ce nombre représente la capacité d'une unité à résister aux attaques. Plus le niveau de morale est bas, plus il est probable qu'une attaque entraînera la rupture de cette unité. Les unités démoralisées ne peuvent pas attaquer et se déplacent uniquement en fonction des règles de la déroute. Une escouade allemande première ligne a un moral de 5, ce qui est moyen. Un niveau de morale de 7 est excellent et un niveau de morale de 3 est faible. Ce qui nous amène à l'escouade américaine de fusiliers de première ligne, F6, R24, M3. Un niveau de morale de 3. Alors, les Américains sont-ils des lâches, mal formés ou quoi? Le niveau de morale américain de 3 représente la tendance des soldats américains à se mettre à l'abri lorsqu'ils se font tirer dessus, par opposition aux soldats allemands, britanniques ou russes, qui auraient plus de chances de riposter lorsqu'ils se font tirer dessus. Ce n'est pas un désavantage pour les Américains comme on pourrait le penser. Si vous comparez les escouades américaines et allemandes de première ligne, les Américains risquent davantage de démoraliser lorsqu'ils se font tirer dessus. Morale 3 contre morale 5. Mais regardez les compétences. Une escouade démoralisée n'a qu'une seule caractéristique, le niveau de morale. La compétence bravoure 4 procure à l'escouade américaine un bonus de 4 pour se rallier, tandis que le moral allemand reste à 5. Plus le nombre est élevé, mieux c'est. Donc les Américains se rallieront beaucoup plus facilement que les Allemands. Ce qui se passe ici est la chose suivante. Lorsqu'une escouade américaine échoue à un test de morale et se démoralise, elle n'a probablement pas paniqué.
Les troupes ne font que baisser la tête. Cela devient donc relativement facile pour un chef de les rallier et de les ramener au combat. Une escouade allemande a moins de chances de faire une pause, mais quand elle se démoralise, elle est vraiment paniquée, et il sera plus difficile pour un officier de la rallier. Une escouade américaine de fusiliers aurait normalement une équipe de 3 soldats utilisant un Browning Automatic Rifle, ou BAR, 8 soldats équipés de fusils automatiques M1 Garand, et un sergent équipé d'un M1 Garand ou d'une mitraillette Thompson. L'avantage de la F américaine par rapport aux escouades allemandes, britanniques et russes similaires provient des fusils semi-automatiques qui ont une cadence de tir bien meilleure que n'importe quel fusil à verrou. Passons maintenant aux compétences. Reprenons notre escouade de grenadiers de première ligne. Sa mitrailleuse MG42 lui procure la compétence mitraillage qui lui permet de partager sa F entre 2 unités ennemies lorsqu'elles sont rapprochées l'une de l'autre. Sa compétence fumigène fait partie d'un type de compétence qui possède un niveau de compétence, lequel est indiqué entre crochets. En l'occurrence, notre escouade de grenadiers a la compétence fumigène au niveau 1, ce qui implique que lorsqu'elle voudra se servir de grenade fumigène, elle ne lancera qu'un seul dé et ne disposera de fumigène que sur un résultat de 6. Cela implique donc un côté aléatoire dans l'utilisation des fumigènes. En effet, afin de réduire le côté omniscient des joueurs, on ne peut pas savoir à l'avance si par exemple l'escouade possède effectivement ce type de grenade, ou même si la grenade aura l'effet désiré. Les armes de soutien. Les armes de soutien sont représentées en tant qu'unités séparées et représentent des armes qui ne font normalement pas partie de l'équipement habituel d'une escouade. Les mitrailleuses moyennes et lourdes n'étaient jamais disponibles en nombre suffisant pour équiper chaque escouade. Les charges de démolition et les lance-flammes sont quant à elles des armes spécialisées qui ont été fournies uniquement lorsque la situation tactique les nécessitait. De loin, l'arme de soutien la plus répandue à appui-feu est la mitrailleuse. Les caractéristiques des mitrailleuses, semblables à celles de l'infanterie, indiquent leur F, leur R et leur M. Certains modèles peuvent porter une caractéristique enrayement, telle que enrayement 3, mais si la compétence n'est pas présente, ils sont supposés avoir enrayement 2. Cette compétence signifie qu'une mitrailleuse enrayée peut éventuellement être réparée et utilisée de nouveau. Lorsqu'une mitrailleuse est enrayée, on utilise des valeurs de F et de R notées entre parenthèses pour représenter l'armement personnel de l'équipe. La principale compétence d'une mitrailleuse est la compétence rafale, ce qui signifie que ces armes peuvent être en mesure de tirer plusieurs fois au cours d'une même phase de tir, sans pénalité. Les mitrailleuses sont d'excellentes armes défensives qui poseront de nombreux problèmes aux troupes qui leur font face pour les attaquer. Elles sont moins utiles en attaque car leur compétence encombrement ne leur permet pas de tirer si elles se sont déplacées durant le même tour. Les lance-flammes. Les lance-flammes sont des armes puissantes qui terroriseront tout défenseur. Ils peuvent tirer avec leur pleine F, même s'ils se sont déplacés, puisqu'une courte rafale suffit généralement, il n'est pas nécessaire de viser avec soin. Un lance-flamme ignore également tous les modificateurs dus au terrain. Par exemple, un bâtiment divise normalement la F d'un tir par 2 et ses murs en pierre ne peuvent pas être endommagés par un lance-flamme. Mais le combustible liquide brûlant s'infiltrera par n'importe quelle fenêtre ou porte ouverte et transformera rapidement l'intérieur du bâtiment en un véritable enfer. Un lance-flamme a toujours une F de 24 et une R de 4. Un lance-flamme peut également effectuer une attaque à longue portée sur une distance de 8, mais verra sa F réduite à 12. La compétence casse 4 ne représente pas une probabilité élevée de panne mécanique, mais plutôt une quantité limitée de carburant qu'un lance-flamme transporte. Un lance-flamme peut donc tirer plusieurs fois, bien qu'avec une valeur de casse haute, il ne durera probablement pas éternellement. Notez que si le lance-flamme n'est pas manié par une unité de sapeur, la compétence casse passe au niveau 6. Les attaques de lance-flamme ne sont jamais modifiées par un officier, quelle que soit sa valeur d'influence. Les porteurs de lance-flamme sont extrêmement vulnérables aux tirs ennemis, c'est pourquoi tout tir sur un lance-flamme aura un bonus à sa F. Les charges de démolition sont les armes les plus puissantes que vous puissiez utiliser. Vous devez regrouper un gros nombre d'escouades et de mitrailleuses dans un groupe pour égaler la F de 30 d'une charge de démolition. Une charge de démolition n'est pas représentée par une unité, mais plutôt par un marqueur que l'on laissera à côté d'une unité d'infanterie jusqu'à ce que la charge soit posée. La valeur de casse de 2
signifie qu'une charge de démolition n'aura aucun effet s'il est décoloré, donne un double 1 lors du jet de dommage de la charge. Les charges de démolition sont des armes à usage unique. Lorsqu'une charge explose, elle est définitivement retirée du jeu, même s'il s'agissait d'un raté. Tout comme pour les lance-flammes, les officiers ne peuvent pas modifier le jet de dégâts d'une charge de démolition par rapport à la valeur d'influence. Les charges de démolition doivent être placées de sorte que la cible de l'attaque soit à 4 UM ou moins de l'attaquant. L'utilisation d'une charge de démolition est une situation classique de bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que, comme mentionné précédemment, une charge de démolition est incroyablement puissante. La mauvaise nouvelle est qu'il est très difficile de faire exploser la charge de démolition sur une position ennemie. Le défenseur fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous arrêter. Les officiers. Une unité d'officier comporte deux caractéristiques, le niveau de morale M de l'officier et son modificateur d'influence I. Un officier M7I1, par exemple, a un moral de 7 et un modificateur d'influence de 1. Les officiers peuvent aller de la valeur inepte M3I-1 à l'incroyable M13I3. Les officiers sont vos unités les plus importantes et le gagnant d'un scénario d'appui-feu est souvent le joueur qui utilise le plus efficacement ses officiers. Les officiers avec un modificateur d'influence positif se retrouvent presque toujours sur les lignes de front au plus fort des combats. Leur modificateur d'influence améliore considérablement l'attaque des escouades dans lesquelles ils se trouvent et aide également ces escouades à résister aux attaques ennemies. Les officiers avec un modificateur d'influence de 0 donnent peu d'avantages dans les combats réels et sont donc souvent utilisés derrière les lignes de front pour rallier les troupes démoralisées. Enfin, les officiers M3I-1 dont le modificateur d'influence négatif fait que les escouades avec qui elles sont groupées sont moins efficaces et plus vulnérables qu'elles ne seraient par elles-mêmes, sont mieux placés loin de l'ennemi. Ils peuvent être utilisés pour rallier les troupes démoralisées, mais pas aussi efficacement que les autres officiers. Les officiers M3I-1 ne représentent pas normalement de véritables chefs de combat. Au lieu de cela, ils représentent souvent des chefs marginaux, tels qu'un officier mal formé, sans expérience réelle du combat, que vous pourriez trouver, par exemple, dans une véritable unité de conscrits. Ou même un officier supérieur, qui se bat en regardant une carte et en donnant des ordres aux troupes de combat réelles, et qui se trouverait soudainement pris dans une situation de combat. L'influence est abstraite à appui-feu. Si vous incluez un officier pour chaque sergent et caporal présent, vous auriez beaucoup plus d'officiers que d'escouades. Les officiers présents dans chaque escouade sont supposés faire leur travail avec compétence. Ils sont donc pris en compte dans les caractéristiques de l'escouade et n'apparaissent pas comme des officiers séparés. Les officiers qui apparaissent sont les rares qui ont des performances supérieures à la moyenne et qui pourraient ainsi influer sur le cours de combat. En d'autres termes, ce sont ces officiers qui font la différence. Le nombre d'officiers qui apparaissent pour un pays dans un scénario à appui-feu est basé sur les performances historiques du pays en matière d'esprit d'initiative. Les Allemands ont généralement le plus grand nombre d'officiers, suivis de près par les Américains et les Britanniques. Les Russes et les Italiens ont relativement peu d'officiers, ce qui témoigne du piètre esprit d'initiative dans leurs armées. Autrement dit, les Russes et les Italiens avaient autant de sergents que quiconque, mais ils ont moins d'officiers dans un scénario parce que leur esprit d'initiative n'était historiquement pas aussi efficace que celui des autres nations. Voilà, j'espère que cette première vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à la liker. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook d'Appui-Feu. Je vous mets un lien en commentaire vers la page. Vous pourrez télécharger les règles d'introduction en cliquant sur le bouton « Jouer à ce jeu ». Sur ce, à bientôt pour une autre vidéo de présentation des règles d'Appui-Feu. Merci et à bientôt.